L'archipel grec. Le 14 février, en relevant la position du Nautilus, je remarquai qu'il marchait vers Candie, l'ancienne île de Crète. Au moment où je m'étais embarqué sur l'Abraham Lincoln, cette île venait de s'insurger tout entière contre le despotisme turc. Mais ce qu'était devenue cette insurrection depuis cette époque, je l'ignorais absolument, et ce n'était pas le capitaine Nemo, privé de toute communication avec la Terre, qui aurait pu me l'apprendre. Je ne fis donc aucune allusion à cet événement, lorsque le soir, je me trouvai seul avec lui dans le salon. D'ailleurs, il me sembla taciturne, préoccupé. Il ordonna d'ouvrir les 2 panneaux du salon, et allant de l'un à l'autre, il observa attentivement la masse des eaux. Dans quel but ? Je ne pouvais le deviner. Et de mon côté, j'employais mon temps à étudier les poissons qui passaient devant mes yeux quand ils furent frappés soudain par une apparition inattendue. Au milieu des eaux, un homme apparut, un plongeur, portant à sa ceinture une bourse de cuir. « Un homme ? Un naufragé !» m'écriai-je. « Il faut le sauver à tout prix !» Le capitaine ne me répondit pas et vint s'appuyer à la vitre. L'homme s'était rapproché, et la face collée au panneau, il nous regardait. À ma profonde stupéfaction, le capitaine Nemo lui fit un signe. Le plongeur lui répondit de la main, remonta immédiatement vers la surface de la mer et ne reparut plus. « Ne vous inquiétez pas, » me dit le capitaine. « C'est Nicolas. Il est bien connu dans toutes les Cyclades, un hardi plongeur. »« Vous le connaissez, capitaine ? » ?»« Pourquoi pas, monsieur Aronnax ? » Cela dit, le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble placé près du panneau gauche du salon. Près de ce meuble, je vis un coffre cerclé de fer dont le couvercle portait sur une plaque de cuivre le chiffre du Nautilus avec sa devise « Mobilis in mobile ». Le capitaine, sans se préoccuper de ma présence, ouvrit le meuble, sorte de coffre-fort qui renfermait un grand nombre de lingots. C'étaient des lingots d'or. Le capitaine Nemo prit un à un ces lingots et les rangea méthodiquement dans le coffre qu'il remplit entièrement. J'estimais qu'il contenait alors plus de 1000 kilogrammes d'or. Le coffre fut solidement fermé et le capitaine écrivit sur son couvercle une adresse en caractères qui devait appartenir aux Grecs modernes. Cela fait, le capitaine Nemo pressa un bouton. 4 hommes parurent et non sans peine ils poussèrent le coffre hors du salon. Puis j'entendis qu'il le hissait au moyen de palans sur l'escalier de fer. Le capitaine Nemo se tourna vers moi. « Vous disiez, monsieur le professeur ?»« Je ne disais rien, capitaine. »« Alors, monsieur, vous me permettrez de vous souhaiter le bonsoir. » Sur ce, le capitaine Nemo quitta le salon. Je rentrai dans ma chambre très intrigué. Bientôt, je sentis que le Nautilus revenait à la surface des eaux. Puis, j'entendis un bruit de pas sur la plateforme. Je compris que l'on détachait le canot, qu'on le lançait à la mer. 2 heures après, le même bruit, les mêmes allées et venues se reproduisaient. L'embarcation hissée à bord était rajustée dans son alvéole et le Nautilus se replongeait sous les flots. La Méditerranée, resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir, déplaisait au capitaine Nemo. Aussi, notre vitesse fut-elle de 25 000 à l'heure, soit 12 lieues de 4 kilomètres. Le 18 février, vers 3 heures du matin, le Nautilus se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar. Là, un courant inférieur verse dans le bassin de l'Atlantique le trop-plein de la Méditerranée. C'est de ce contre-courant que profita le Nautilus. Il s'avança rapidement par l'étroite passe. Un instant, je pus entrevoir les admirables ruines du temple d'Hercule et quelques minutes plus tard, nous flottions sur les flots de l'Atlantique. La baie de Vigo. L'Atlantique. Le Nautilus en brisait les eaux sous le tranchant de son éperon, après avoir accompli près de 10 000 lieues en 3 mois et demi. Où allions-nous maintenant ? Et que nous réservait l'avenir ? Le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait pris le large. Il revint à la surface des flots, et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues. J'y montai aussitôt,
accompagné de Ned Land. La mer était grosse, houleuse. Il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme. Nous redescendîmes donc après avoir humé quelques bouffées d'air. Je regagnai ma chambre. Le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit. Ses lèvres serrées, ses sourcils froncés, indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe. « C'est pour ce soir, dit-il. » J'étais, je l'avoue, peu préparé à cette communication. J'aurais voulu répondre au Canadien, mais les mots ne me vinrent pas. Ce soir, nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole. La nuit est sombre. Le vent souffle du large. J'ai prévenu Conseil. Nous gagnerons l'escalier central. Vous, monsieur Aronnax, vous resterez dans la bibliothèque, attendant mon signal. Les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. Je suis même parvenu à y porter quelques provisions. Ainsi, tout est prêt. À ce soir. Le Canadien se retira, me laissant presque abasourdi. En ce moment, un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient et le Nautilus s'enfonça sous les flots de l'Atlantique. À 9h moins quelques minutes, j'allais me poster près de la porte qui donnait sur la cage de l'escalier central. J'attendis le signal de Ned Land. Le silence n'était plus troublé que par les battements de mon cœur. Soudain, un léger choc se fit sentir. Je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan. J'avais envie de rejoindre Ned Land pour l'engager à remettre sa tentative. En ce moment, la porte s'ouvrit et le capitaine Nemo parut. « Ah, monsieur le professeur, dit-il d'un ton aimable, je vous cherchais. Savez-vous votre histoire d'Espagne ?» On saurait à fond l'histoire de son propre pays que dans les conditions où je me trouvais, l'esprit troublé et la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot. « Très mal, répondis-je. »« Voilà bien les savants, dit le capitaine, ils ne savent pas. Alors je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. Si vous le voulez bien, nous remonterons à 1702. À cette époque, votre roi, Louis XIV, croyant qu'il suffisait d'un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre, avait imposé le duc d'Anjou, son petit-fils, aux Espagnols. Ce prince, qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V, eut affaire au dehors à forte partie. En effet, l'année précédente, les maisons royales de Hollande, d'Autriche et d'Angleterre avaient conclu à La Haye un traité d'alliance, dans le but d'arracher la couronne d'Espagne à Philippe V, pour la placer sur la tête d'un archiduc. L'Espagne dut résister à cette coalition, mais elle était à peu près dépourvue de soldats et de marins. Cependant, l'argent ne lui manquait pas, à la condition toutefois que ces galions chargés de l'or et de l'argent de l'Amérique entrassent dans ses ports. Or, vers la fin de 1702, elle attendait un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de 23 vaisseaux commandés par l'amiral de Château-Renaud, car les marines coalisées couraient alors l'Atlantique. Ce convoi devait se rendre à Cadix, mais l'amiral, ayant appris que la flotte anglaise croisait dans ces parages, résolut de rallier un port de France. Les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision. Ils voulurent être conduits dans un port espagnol et, à défaut de Cadix, dans la baie de Vigo, située sur la côte nord-ouest de l'Espagne et qui n'était pas bloquée. L'amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d'obéir à cette injonction et les galions entrèrent dans la baie de Vigo. Malheureusement, cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue. Le 22 octobre 1702, les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo. L'amiral de Château-Renaud, malgré ses forces inférieures, se battit courageusement, mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis, il incendia et s'aborda les galions qui s'engloutirent avec leurs immenses trésors. Le capitaine Nemo s'était arrêté. « Eh bien ?» lui demandai-je. « Eh bien, monsieur Aronnax, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. » Le capitaine me pria de le suivre. Le salon était obscur, mais à travers les vitres transparentes étincelaient les flots de la mer. Je regardais. Autour du Nautilus, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Le fond sableux était net et clair.
Des hommes de l'équipage revêtus de scaphandres s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses, de ces barils, s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché. Puis, chargés de ce précieux butin, ces hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leur fardeau et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or. Je comprenais. C'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. Ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol. Ici, le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. Je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu, et non seulement dans cette baie de Vigo, mais encore sur 1000 théâtres de naufrage, dont ma carte sous-marine a noté la place. Comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards ? Je le comprends, capitaine. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant cette baie de Vigo, vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis. Les actionnaires sont alléchés par l'appât d'un énorme bénéfice. Aussi, un bon avis à ces actionnaires serait-il acte de charité ? Je les plains moins après tout que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter, tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux. Je n'avais pas plutôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo. « Stérile ?» répondit-il en s'animant. « Est-ce pour moi, selon vous, que je me donne la peine de recueillir ces trésors ? Qui vous dit que je n'en fais pas bon usage ? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées sur cette terre, des misérables à soulager, des victimes à venger ? Ne comprenez-vous pas ? » Le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Mais j'avais deviné. Quels que fussent les motifs qui l'avaient forcé à chercher l'indépendance sous les mers, avant tout, il était resté un homme. Son cœur palpitait encore aux souffrances de l'humanité, et son immense charité s'adressait aux races asservies comme aux individus. Et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la Crète insurgée. Un continent disparu. Le lendemain, 19 février, je vis entrer le Canadien dans ma chambre. Il avait l'air désappointé. « Eh bien, Ned, le hasard s'est mis contre nous hier. »« Oui, il a fallu que ce damné capitaine s'arrêtât précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau. »« Oui, Ned, il avait affaire chez son banquier. »« Son banquier ?» Je racontai alors au Canadien les incidents de la veille. Mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire pour son compte une promenade sur le champ de bataille de Vigo. « Enfin, dit-il, tout n'est pas fini. Une autre fois, nous réussirons. » Le Canadien retourna près de Conseil. Je passai dans le salon. Le compas n'était pas rassurant. La route du Nautilus était sud-sud-ouest. Nous tournions le dos à l'Europe. Le soir, vers 11h, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. « Monsieur Aronnax, vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour, et sous la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure ? » « Très volontiers. » « Venez donc, monsieur le professeur, nous allons revêtir nos scaphandres. » Arrivé au vestiaire, je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devait nous suivre pendant cette excursion. Les lampes électriques n'étaient pas préparées. Je le fis observer au capitaine. « Elles nous seraient inutiles, » répondit-il. Quelques minutes plus tard, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. Les eaux étaient profondément obscures, mais le capitaine Nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre, une sorte de large lueur qui brillait à 2000 environ du Nautilus. Ce qu'était ce feu, je n'aurais pu le dire. En tout cas, il nous éclairait. Vaguement, il est vrai, mais je m'accoutumai bientôt à ces ténèbres particulières. Après une demi-heure de marche, le sol devint rocailleux. J'entrevoyais des monceaux de pierres disposés sur le fond océanique, suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas. Il me semblait que mes lourdes semelles de plomb écrasaient une litière d'ossements qui craquait avec un bruit sec. Cependant,
La clarté rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon. La présence de ce foyer sous les eaux m'intriguait au plus haut degré. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ. Le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation. Il connaissait cette sombre route. Je le suivais avec une confiance inébranlable. Il m'apparaissait comme un des génies de la mer. Il était 1h du matin, nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne, mais pour les aborder, il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts, sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux, et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout, tenant par ses racines au sol effondré, et dont la ramure, à la manière des fines découpures de papier noir, se dessinait nettement sur le plafond des eaux. Les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus, entre lesquels grouillait un monde de crustacés. J'allais, gravissant les rocs, enjambant les troncs étendus, brisant les lianes de mer qui se balançaient d'un arbre à l'autre, effarouchant les poissons qui volaient de branche en branche. Entraîné, je ne sentais plus la fatigue. 2 heures après avoir quitté le Nautilus, nous avions franchi la ligne des arbres et à 100 pieds au-dessus de nos têtes se dressait le pic de la montagne. La masse rocheuse était creusée de grottes profondes, d'insondables trous au fond desquels j'entendais remuer des choses formidables. Des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres. C'étaient les yeux de crustacés gigantesques tapis dans leur tanière. Le capitaine Nemo, familiarisé avec ces terribles animaux, n'y prenait plus garde. Nous étions arrivés à un premier plateau où d'autres surprises m'attendaient encore. Là, se dessinaient de pittoresques ruines qui trahissaient la main de l'homme. C'étaient de vastes amoncellements de pierres où l'on distinguait de vagues formes de châteaux, de temples, revêtus d'un monde de zoophytes en fleurs. Mais qu'était donc cette portion du globe engloutie par les cataclysmes ? J'aurais voulu interroger le capitaine Nemo. Je saisis son bras, mais lui, secouant la tête et me montrant le sommet de la montagne, sembla me dire « Viens, viens encore, viens toujours ». Je le suivis dans un dernier élan, et en quelques minutes, j'eus gravi le pic qui dominait d'une dizaine de mètres toute cette masse rocheuse. Mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une fulguration violente. En effet, c'était un volcan que cette montagne. À 500 pieds au-dessous du pic, au milieu d'une pluie de pierres et de scories, un large cratère vomissait des torrents de lave qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide. Des laves, mais non des flammes. Il faut aux flammes l'oxygène de l'air, et elles ne sauraient se développer sous les eaux. Là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite. Ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisant à terre. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici, l'exhaussement empâté d'une acropole, avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, des vestiges de quais, comme si quelque antique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je ? Où étais-je ? Je voulais le savoir à tout prix, je voulais parler, je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot « Atlantide ». Oh, quel éclair traversa mon esprit ! L'Atlantide ! L'Atlantide de Platon, je l'avais là sous les yeux, portant encore les irrécusables témoignages de sa catastrophe. Nous restâmes à cette place pendant 1 heure entière, contemplant la vaste plaine sous l'éclat des laves qui prenaient parfois une intensité surprenante.
La lune apparut un instant à travers la masse des eaux et jeta quelques pâles rayons sur le continent englouti. Ce ne fut qu'une lueur, mais d'un indescriptible effet. Le capitaine jeta un dernier regard à cette immense plaine, puis de la main, il me fait signe de le suivre. Nous descendîmes rapidement la montagne. La forêt minérale une fois dépassée, j'aperçus le fanal du Nautilus qui brillait comme une étoile. Le capitaine marcha droit à lui, et nous étions rentrés à bord au moment où les premières teintes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan. Les houillères sous-marines. Le lendemain, 20 février, je me réveillai fort tard. Conseil entra. Je lui racontai notre excursion nocturne et les panneaux étant ouverts, il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé. Je lui racontai l'histoire des Atlantes. Conseil distrait m'écoutait peu. En effet, de nombreux poissons attiraient ses regards et quand passaient des poissons, Conseil, emporté dans les abîmes de la classification, sortait du monde réel. Dans ce cas, je n'avais plus qu'à le suivre et à reprendre avec lui nos études ichtyologiques. Mais, tout en observant les divers échantillons de la faune marine, je ne laissais pas d'examiner les longues plaines de l'Atlantide. Vers 4 heures du soir, le terrain se modifia peu à peu, il devint plus rocailleux. Je pensais que la région des montagnes allait bientôt succéder aux longues plaines, et en effet, dans certaines évolutions du Nautilus, j'aperçus l'horizon méridional barré par une haute muraille qui semblait fermer toute issue. Son sommet dépassait évidemment le niveau de l'océan. Ce devait être un continent, ou tout au moins une île. Le lendemain, il était 8 heures, lorsque je revins au salon. Le manomètre m'apprit que le Nautilus flottait à la surface de l'océan. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montai jusqu'au panneau, il était ouvert, mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Je ne savais que penser, quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur ?» « Ah, capitaine Nemo, répondis-je. Où sommes-nous ? Sous terre, monsieur le professeur. Sous terre ? Et le Nautilus flotte encore ? Attendez quelques instants. Notre fanal va s'allumer, et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. Je mis le pied sur la plateforme et j'attendis. L'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo. En ce moment, le fanal s'alluma soudain. Le Nautilus flottait auprès d'une berge disposée comme un quai. Cette mer qui le supportait en ce moment, c'était un lac emprisonné dans une cirque de murailles qui mesurait 2000 de diamètre. « Où sommes-nous » dis-je. « Au centre même d'un volcan éteint » me répondit le capitaine. « Un volcan dont la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. » Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan. C'est ici son port d'attache. Un port sûr, commode, mystérieux, abrité du vent. Mais à quoi bon ce refuge ? Le Nautilus n'a pas besoin de port. Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir, d'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium et de houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques, minéralisées maintenant et transformées en houille. Elles sont pour moi une mine inépuisable. C'est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille. Et nous les verrons à l'œuvre ? Non, pas cette fois, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi me contenterai-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, et nous reprendrons notre voyage. Le lendemain, le Nautilus, ayant quitté son port d'attache, naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique.